So I like to continue to announce the next presentation, which is entitled The Photovoltaic Industry in France in 2020, and which will be given by Xavier Daval. He is president of Kilowatt and he's also chair of the SER Solar. And it's my pleasure to announce you actually, Xavier, because we started 2018 when I started with my idea of 10 gigawatt green fab concept. We started together the first publication, looking also to Fessenheim, maybe to re-establish manufacturing in Europe. Now there are some years gone and I see some movements in France and in Germany. So I think the initiative was somehow successful. And I'm curious to hear what is the status of photovoltaic industry in France today from your point of view. Floor is yours. Okay. I'm sharing my screen. Is it okay? I don't see it, but maybe, okay. Don't know. If... Can we confirm that my slides are on or? Not yet. Is it good? No? No. Je recommence. I share again. Sorry. Is it better? Yes. Yes. Now it's okay. good. So, j'allais répondre en anglais ou en allemand, mais je vais le faire en français. Bonjour à tous. D'abord, merci aux organisateurs. C'est un honneur d'intervenir dans cette journée consacrée à Edmond Becquerel. Il fait partie de ces images et de ces savants, d'autres l'ont dit avant moi, mais qui ont inspiré, quand j'étais enfant, tous ces scientifiques qui découvraient des choses très concrètes. J'ai la chance d'habiter à Lyon. Tout petit, je visitais le musée Ampère. J'ai adoré cette époque, cette période où finalement la science était encore quelque chose d'excessivement concret, où il fallait fabriquer ces outils. Alors aujourd'hui, bien sûr, la science est toujours aussi concrète et on fabrique ces outils, mais il y avait vraiment ce sens manuel de la science et c'est fascinant de se replonger dans ces histoires. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un petit point sur France, qu'as-tu fait de ton talent ou si j'osais une autre analogie, France, fille aînée du photovoltaïque et où en es-tu aujourd'hui? Une petite présentation rapide du CER. Le CER, c'est le syndicat des énergies renouvelables. C'est une association professionnelle qui s'articule autour de 6 énergies renouvelables principalement et qui unit à peu près 400 membres, dont on a 2 tiers de PME et puis 1 tiers de grandes entreprises. Et on intervient sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis la R&D, les centres de recherche, tout ce qui est développement, opération, construction, mais aussi nous avons des adhérents qui sont fabricants de composants ou de produits photovoltaïques, et puis y compris jusqu'au recyclage, parce que nous sommes partie prenante de PVcycle, le processus de recyclage. Et en fait, on est, en tant qu'association professionnelle, quelque part, un lobby pour le secteur du renouvelable, et notre rôle est d'interagir avec l'administration, les autorités, les élus, les différents élus, aussi bien nationaux que locaux, et puis tout ce qui touche de près ou de loin à nos métiers et aux différents ministères qui nous dirigent. On est un grand support de l'innovation au CER, on est très fiers de ça. Comme Edmond Becquerel, qui était président de la Société d'encouragement de l'industrie nationale, nous encourageons aussi, et nous sommes très heureux de compter dans nos membres au CER, l'IPVF et le CEA-INES, qui nous aident à apporter leur point de vue dans nos réflexions et dans les décisions que nous devons prendre en tant qu'acteurs industriels
d'avoir toujours ce pied vers l'amont pour comprendre si nous allons dans la bonne direction. Quelques chiffres pour faire l'état des lieux, si je puis dire, de où en est la France en 2020. L'année 2020 était une année, sera une année compliquée, bien évidemment, à cause du Covid, même si le solaire a démontré une relative résilience, étant donné que, comme l'ont cité certains avant nous, je pense par exemple, le solaire est une énergie excessivement robuste. Ce qui veut dire que quand un panneau solaire est en place avec son onduleur, même s'il n'y a pas d'intervention humaine pendant quelques semaines ou quelques mois, tout ne s'arrête pas du jour au lendemain. Il n'y a pas de machine tournante, il n'y a pas de pièce tournante, et c'est un des très très gros avantages du solaire. Dans les 12 derniers mois, la France a raccordé au réseau 827 MW supplémentaires. En période de Covid, disons que c'est un bon résultat. Et là aussi, dû à la modification de la consommation du pays, bien évidemment, le taux de pénétration de l'électricité photovoltaïque a encore augmenté, et sur le trimestre juillet-septembre 2020, on est passé à 4,46 TWh, soit une augmentation de 4,6% par rapport à la même période l'année dernière. Enfin, on peut considérer qu'à aujourd'hui, on a déjà atteint 50% de l'objectif de la PPE précédente, c'est-à-dire l'objectif de 2023, mais on va y revenir. Et puis enfin, symboliquement, en septembre, avec les derniers chiffres de raccordement, nous avions enfin franchi le seuil symbolique des 10 gigawatts de solaire raccordés au réseau. La répartition de ces derniers raccordements et l'état des lieux, en fait, bien évidemment, ça ne surprendra personne. Il s'installe plus de puissance solaire au sud qu'au nord, parce que les grandes centrales vont bien évidemment plutôt se mettre au sud. Et on voit, par contre, ce qui est intéressant, c'est que on voit dans les derniers appels d'offres une remontée vers le nord. Donc, le sud n'a pas le monopole du solaire, et que, finalement, la France va se rendre compte que le soleil brille un peu partout. En termes de répartition, bien évidemment, les très grandes centrales représentent 42% des installations, parce qu'elles déploient pour un même projet énormément plus de puissance qu'une toiture de particulier en verre, 15%, qui va faire 3-4 kilos, bien évidemment. Voilà. Je voudrais quand même vous raconter un peu l'histoire d'où on vient. Et je profite bien évidemment de cette présidence, de cette chaire de Andreas Betz, pour faire un parallèle avec l'Allemagne. En 2000, la France et l'Allemagne se dotent d'une loi sur les énergies renouvelables. Et lié en Allemagne, mais en France, on a exactement en janvier 2000 une loi sur les énergies renouvelables. Donc ça, c'est, j'allais dire, le point de départ. Et à partir de là, les énergies renouvelables vont commencer à pouvoir se connecter au réseau et se déployer. On constate que finalement, les choses vont excessivement doucement. En jaune, c'est la France, en gris, c'est l'Allemagne, jusqu'en 2006, où la France réalise qu'elle est en retard par rapport à l'Allemagne et décide de se doter enfin d'un tarif intéressant, puisque l'Allemagne est à 500 € du mégawattheure et la France dit, même pas peur, nous, ça sera 600 € du mégawattheure. Fantastique. Et vous savez quoi? Ça a marché. Et la France a commencé à progresser, Alors malheureusement, nous sommes écrasés dans cette échelle par la progression de l'Allemagne. Mais en France, ce petit bout de pic jaune a fait peur, et l'État français a décidé d'arrêter les choses et a mis un moratoire à tout ça, qui a calmé le jeu, entre guillemets, avec beaucoup de conséquences sur cette filière qui est encore naissante. Nonobstant, nous continuons notre petit bonhomme de chemin. Donc, le petit pic que vous voyez derrière en vert, ce sont en fait le temps de réaction, parce que quand on arrête d'accorder les contrats, il faut quand même les construire et les raccorder. Donc, le pic qui est là, ce sont les conséquences en ces moratoires. Et nous allons commencer notre petit bonhomme de chemin avec une rampe bien calme, là où nos voisins allemands, allègrement, vont déployer. Nouveau rendez-vous avec l'histoire en 2015, l'accord de Paris.
Et la France montre la voie au monde, explique en quoi il faut impérativement arrêter le carbone et tenir un objectif de 1,5 degré. La France suit bien évidemment droit dans ses bottes ses engagements. Pour finalement, en 2020, atteindre les 10 gigawatts dont j'ai parlé précédemment. Et quelques mois plus tard, nous annoncer qu'au passage, ces tarifs historiques qui ont servi à lancer la filière étaient beaucoup trop élevés. À qui la faute? Engageant des surrémunérations non démontrées, attaque ad nominem de la totalité de la filière, et décide donc de résilier ou de raccourcir, ou nous ne savons pas encore à quelle sauce nous allons être mangés, de façon rétroactive, la totalité des projets supérieurs à 250 kg qui sont de la période 2006-2011. Donc, en fait, alors que l'ensemble du monde progresse en solaire, et tous les intervenants précédents ont marqué à quel point on va vers des horizons radieux, la France va être encore une fois, une exception française, le premier pays au monde à reculer en capacité solaire, puisque les centrales dont on dénonce les tarifs ne pourront plus fonctionner, les sociétés seront en dépôt de bilan, elles seront obligées de se mettre à l'arrêt. C'est juste hallucinant. Bienvenue en France, encore une fois. Becquerel doit se retourner dans sa tombe. Alors, sur le papier, j'allais dire, les choses sont pourtant belles, puisque face à nous, nous avons un objectif annoncé d'atteindre 20 gigawatts à horizon 2023. Et puis, c'est la règle d'un exercice qui s'appelle la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, dans lequel, tous les 5 ans, on donne un objectif à 5 ans et un double objectif, valeur basse, valeur haute, à 10 ans. Donc aujourd'hui, nous sommes inscrits dans cette PPE2 qui nous dit que pour 2023, on doit atteindre on a un corridor qui nous est ouvert jusqu'à 20 gigawatts et puis à horizon 2028, entre 35 et 44, ce qui veut dire que potentiellement, nous aurons plus de 30 gigawatts à déployer dans les 8 ans qui restent. Ce qui veut dire qu'il faut tenir un peu, je dirais, le rythme, puisque jusqu'à présent, nous avons démontré que nous arrivions à peine à produire 1 gigawatt par an et qu'à partir d'aujourd'hui, nous devrions être à plus de 2 par an pour atteindre à partir de 2023 une pente à 4 gigawatts par an. Sur le papier, tout ça est extraordinaire et je suis convaincu que la filière peut le faire. La vraie question, et Gaëtan l'a mentionné, c'est sans doute le problème en France du poids de la complexité administrative. Et que c'est le boulet qui empêche de courir, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive à déployer un petit peu, hop, on nous rajoute une couche de plus, qui fait qu'on va quand même un petit peu maintenir cette filière solaire bien dans les clous, alors que nous devrions courir, car il en va, bien évidemment, comme on l'a tous rappelé précédemment, il en va de l'avenir de notre planète. Et c'est la même planète que tout le monde. Il n'y a pas un corridor autour de la France, comme nous le racontait pour Tchernobyl, qui nous isolerait des émissions CO2. Le point suivant en France qui pose quelques difficultés, c'est qu'il n'y a plus de terrain disponible pour y déployer du solaire. Et ça vient principalement de la manière dont la réglementation française répartit l'allocation des territoires. Et en fait, en France, les règles de permis de construire tentent à limiter l'accès au solaire aux seules surfaces artificialisées, c'est-à-dire 9% du territoire. Et pour le reste, tout le reste étant sanctuarisé, impossible d'y accéder. Mais je voudrais quand même rappeler, puisque tout le monde fantasme en disant que si on ouvrait les vannes au solaire, on couvrirait la France et ça serait une catastrophe. Les 30 ou 40 gigawatts au total de la PPE, si on considère la part qui sera déployée en centrales solaires, correspond entre 18 000 et 27 000 hectares. Et que, parallèlement à ça, tous les ans, la forêt, le sol boisé qui est ici, croît de 80 000 hectares par an. Et nous, il nous faut moins de 30 000 hectares sur les 8 ans qui viennent. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Et je pense que là aussi, il y a beaucoup de fantasmes qu'il faut un peu calmer quand on prend la proportion des choses.
Le solaire, n'oublions pas aussi que c'est une industrie excessivement dynamique, c'est une industrie qui est en train de renouveler la manière d'adresser l'énergie, et elle est associée à la création d'emplois. Avec le CERF, avec le cabinet Ernst & Young, on a produit une étude qui nous a permis d'identifier les potentiels de création d'emplois. Donc aujourd'hui, la filière en 2019, c'était 17 000 emplois ou équivalent. 2028, on serait à 24 000 emplois, soit une croissance de 53%. Et on s'aperçoit qu'en fait, les gros pourvoyeurs de ces emplois sont principalement tout ce qui est construction au premier ordre et puis l'exploitation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir d'ailleurs la répartition par territoire qui reste relativement homogène. Enfin, dans les ambitions, et Andreas mentionnait ce projet, nous poussons depuis très longtemps. Il est temps de réindustrialiser l'Europe et de rapatrier sur nos territoires la fabrication de panneaux et de cellules photovoltaïques. Pourquoi? Parce qu'avec l'augmentation du rendement sur la cycle des panneaux, avec la constante décroissance des prix, à un moment, le transport d'un même rectangle qui fait le même poids surfacique ou la même dimension devient une part prépondérante de la constitution du coût et qui, elle, est incompressible. On ne pourra pas diviser par deux ce panneau pour en mettre 2 fois plus dans un container, dans un bateau, dans un camion. Ce qui veut dire qu'il y a un moment, fabriquer local, fabriquer en Europe, fait sens économiquement. Et aujourd'hui, nous avons 2 projets industriels significatifs qui ont été annoncés. D'un côté, un projet à Ambach pour une usine hétérojonction, usine de cellules et de modules qui devrait avoir initialement 2 gigawatts de capacité, avec dans un deuxième temps une extension à 4 gigawatts de capacité. Et puis, parallèlement, des acteurs français, Systovi et Voltec, qui décident de s'unifier, là aussi, pour dépasser le seuil critique et aligner une usine de fabrication de modules d'1 gigawatt. Et tout ça, en fait, c'est dans le but de préserver ou d'améliorer les émissions carbone. Et c'est aussi possible en France parce que depuis longtemps, la France a décidé que dans ses appels d'offres, la note carbone ferait partie de la constitution de la sélection des projets. Et qu'en ayant depuis le début cette position, nous avons pu protéger les acteurs européens de la concurrence exclusivement basée sur le prix du produit le plus médiocre. J'en ai terminé et je crois que maintenant, c'est nos amis d'Enerplan qui prennent la suite. Bonsoir à tous. So thank you, Xavier, for this inspiring talk and touching also very interesting, I think, arguments that we are ready for remanufacturing somehow in Europe also. And I think there may be questions or comments also from the people who are here in the discussion round.